Alors vous savez, hein, chaque semaine on va parler d'histoire, géographie. Et dans l'émission, pour l'instant c'est l'histoire, mais la géographie va arriver après bien sûr. Aujourd'hui, Isa et José ont décidé de nous parler d'une femme exceptionnelle. Elle a su dire non au bon moment. Elle a déclenché un véritable mouvement qu'on peut considérer comme mondial. On lui doit beaucoup. Elle a été très têtue, un peu comme Isa. Vous allez comprendre. Salut Isa, tu pourrais me laisser ta place? Bah, pourquoi je te laisserai ma place? Je suis en train de lire tranquille là. T'as vu ça, Alex? Elle refuse de me laisser sa place. C'est exactement ce qui s'est passé le. Tu le sais, toi, Alex, quand est-ce que ça s'est passé? Alors écoute, je ne sais pas vraiment quand ça s'est passé. De mémoire, c'était il y a très longtemps. C'était en 1955, je crois. Mais alors le jour. 1er décembre 1955. Eh bien oui, en 1955, nous sommes à Montgomery, en Alabama. C'est un État du sud des États-Unis. Et donc, à cette époque, aux États-Unis, existe encore ce que l'on appelle la ségrégation raciale. Alors, qu'est-ce que c'est la ségrégation raciale? Eh bien, même si l'esclavage a été aboli depuis une centaine d'années, il existe encore dans le sud des États-Unis, au Mississippi, au Missouri, en Caroline du Sud, en Caroline du Nord, en Géorgie, en Alabama, il existe encore une séparation stricte entre les gens de couleur noire et les blancs. C'est ça la ségrégation raciale. Comment ça se manifeste? Dans la vie de tous les jours, ça veut dire que, aussi absurde que ça puisse paraître, il y a par exemple des toilettes pour les gens de couleur, des toilettes pour les blancs, des lavabos pour les blancs, des lavabos pour les gens de couleur, des salles d'attente pour les uns, des salles d'attente réservées aux autres. Dans les restaurants, même chose. Et les écoles, même chose. Les temples et les églises également. Et donc, dans les transports en commun, dans cette ville d'Alabama, ou dans les autobus, un espace est réservé aux blancs, où seuls les blancs peuvent s'asseoir, et un autre espace est réservé aux noirs. Et que fait Rosa Parks ce 1er décembre 1955? Tu le sais, toi, Alex, ce qu'elle fait? Eh ben, c'est une bonne question. Je pense elle va montrer justement qu'elle résiste, quoi. Voilà. C'est ça qu'elle va faire, je crois. Dis-moi si je me trompe. Et C'est pas oui, facile. Rosa Parks, comme moi, refuse de laisser sa place. Oui. Mais qui est Rosa Parks alors? Eh bien, c'est une Afro-Américaine. Elle a 42 ans en 1955. Elle est couturière, c'est-à-dire issue d'un milieu modeste. Mais ça ne l'empêche pas d'être sensibilisée à ces questions d'égalité. Et depuis sa jeunesse, elle milite pour la fin de la ségrégation raciale. C'est peut-être ça qui la guide ce jour-là quand elle refuse de laisser sa place à un blanc. Alors, que lui arrive-t-il? Elle est arrêtée, elle est condamnée à une amende de 15 dollars, mais elle fait appel. Et dans cet appel, elle est soutenue évidemment par son avocat, mais surtout, elle obtient le soutien du pasteur de son église. Le pasteur de son église, il n'est pas très connu à l'époque, mais c'est cet événement qui va le faire connaître. T'as une idée de qui c'est, Alex? Ah oui, j'ai une petite idée. Je pense que c'est un monsieur qui a eu un rêve un jour très important, un certain Martin Luther King. Et oui, t'as raison, Alex, c'est bien Martin Luther King, cet homme qui va incarner la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Alors, Martin Luther King va organiser le boycott de cette compagnie de bus, c'est-à-dire il va encourager les Afro-Américains de Montgomery à ne plus utiliser cette compagnie de bus pour aller travailler. Ça va durer 380 jours, plus d'un an, et finalement, la Cour suprême des États-Unis, le 13 novembre 1956, va abolir définitivement la ségrégation raciale dans les transports. Mais attention, hein, le racisme n'est pas terminé et la lutte pour l'abolition définitive de la ségrégation raciale n'est pas terminée. La portée du geste de Rosa Parks est vraiment considérable parce que c'est finalement ce qui va initier la lutte pour l'égalité entre les Blancs et les Afro-Américains aux États-Unis. Alors cette lutte va être incarnée, au-delà de Rosa Parks, par Martin Luther King, mais aussi par des personnalités de la musique. On peut citer Nina Simone, par exemple, ou du sport. Exemple, le boxeur champion du monde, Mohamed Ali. Cette lutte pour l'égalité entre les Blancs et les Afro-Américains, finalement, va porter ses fruits entre 1964 et 1968. Pendant ces 4 années sont décisives. Une suite de lois met fin à la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors, évidemment, ça n'efface pas le racisme aux États-Unis,
ni ailleurs, malheureusement. Ça, on peut se lamenter, mais ça continue. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance légale de l'égalité entre les Afro-Américains et les Blancs. Et ça, c'est Rosa Parks qui l'a initié. D'ailleurs, quand elle meurt en 2005, Isa, je crois qu'un hommage très particulier lui a été rendu quand même. Oui, plusieurs choses ont été organisées. D'abord, elle est surnommée par le Congrès américain la mère des mouvements des droits civiques aux États-Unis. Ensuite, eh bien, à sa mort en 2005, sa dépouille a été exposée dans le Capitole. C'était la première fois qu'on exposait la dépouille d'une femme, et c'était la première fois aussi qu'on exposait la dépouille de quelqu'un qui n'était pas issu du monde politique. Des centaines de milliers d'Américains sont venus lui rendre hommage ce jour-là. Eh bien, pour reprendre une citation célèbre sur Rosa Parks, c'est la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Un peu comme toi, Isa. Exactement. Merci les amis, on peut vous applaudir pour ce super tour. On a appris plein de choses. Quelle histoire incroyable. On peut même imaginer que c'est peut-être aussi grâce à elle que Barack Obama est devenu le premier président des États-Unis de couleur en 2008.